Parfois, le silence fait peur. Pas le silence des forêts ou celui du soir quand tout s'endort, mais ce silence intérieur qui survient quand les autres partent, quand le téléphone ne sonne plus, quand on se retrouve seul avec soi-même sans savoir quoi faire de cette présence-là, cette présence à soi-même qui soudainement devient presque étrange. Oui, ce silence-là peut faire peur. Et si vous êtes en train d'écouter ces mots, c'est peut-être parce que vous connaissez ce silence. Peut-être que vous l'avez traversé. Peut-être que vous le traversez en ce moment même. Je voudrais commencer ça par vous dire quelque chose d'important, quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt dans ma vie. La solitude n'est pas une erreur. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas la preuve que quelque chose ne va pas chez vous. La solitude, surtout celle qui survient à des moments charnières de notre existence, est souvent le signe que quelque chose se prépare, quelque chose de plus grand que ce que vous imaginez en ce moment. Mais je sais que, depuis l'intérieur de cette expérience, il est difficile de le voir ainsi. Quand on est dans la solitude, on ne perçoit pas toujours ce qu'elle contient. On voit surtout ce qu'elle a pris. On voit les liens qui se sont distendus, les projets qui n'ont pas abouti, les relations qui ont pris fin, les espoirs qui se sont tus. Et cette vision-là est douloureuse, elle est réelle. Je ne vais pas vous dire que vous vous trompez en ressentant ce que vous ressentez. Ce que je voudrais faire aujourd'hui avec vous, c'est explorer ensemble une autre dimension de cette expérience. Non pas pour effacer la douleur, non pas pour vous convaincre que tout va bien, mais pour vous accompagner vers une compréhension plus profonde de ce que la solitude peut construire en vous lorsqu'on apprend à l'habiter différemment. Nous allons cheminer ensemble pendant un bon moment. Je vous propose de vous installer confortablement. Peut-être une tasse de thé, peut-être juste un endroit calme. Ce que nous allons traverser ensemble mérite qu'on lui accorde du temps, de l'attention et un peu de douceur envers soi-même. Commençons par le commencement, par la question qui, je crois, est au cœur de tout cela. Qu'est-ce que la solitude, vraiment ? Nous avons tendance à confondre deux choses qui sont en réalité très différentes. Nous confondons la solitude et l'isolement. L'isolement, c'est un état subi, un manque de connexion sociale qui génère de la souffrance et qui, lorsqu'il s'installe durablement, peut avoir des effets réels sur notre santé physique et mentale. L'isolement, c'est quelque chose contre lequel il faut lutter, quelque chose qu'il faut soigner, qu'il faut briser avec douceur mais avec détermination. La solitude, elle, est une autre chose. La solitude, c'est une expérience intérieure. C'est le rapport que nous entretenons avec notre propre présence. On peut être seul et ne pas se sentir dans la solitude. On peut être entouré de dizaines de personnes et se sentir profondément seul. La solitude n'est donc pas définie par le nombre de personnes autour de nous. Elle est définie par la qualité de notre relation avec nous-mêmes. Et c'est là que tout devient intéressant. Parce que si la solitude est avant tout une relation avec soi-même, alors elle est travaillable. Elle est transformable. Elle peut devenir, avec le temps et avec les bons outils, une source de croissance extraordinaire. Je me souviens d'une femme que j'ai accompagnée, je l'appellerai Mireille. Ce n'est pas son vrai prénom, bien sûr. Mireille avait la cinquantaine. Elle venait de vivre une séparation après 22 ans de mariage. Elle me disait « Je me sens comme une maison vide. Tous les meubles sont partis et il ne reste que les murs. » Cette image m'avait beaucoup touché, parce qu'elle disait quelque chose de vrai sur ce que ressent une personne qui traverse une grande solitude. On a l'impression que l'essentiel est parti avec l'autre, avec la relation, avec la vie d'avant. Mais voici ce que Mireille a découvert progressivement au fil des mois, une maison vide, ça peut faire peur. Mais une maison vide, ça peut aussi se réaménager. Et quand on réaménage quelque chose depuis ses fondations, depuis ce qu'on est vraiment,
On crée souvent quelque chose de bien plus cohérent, de bien plus aligné que tout ce qu'il y avait avant. La première grande chose que je voudrais partager avec vous, c'est ceci. La solitude révèle. Elle révèle ce qui était là depuis longtemps, mais qu'on n'avait pas le temps, l'espace ou le courage de regarder en face. Dans nos vies modernes, nous sommes devenus experts dans l'art d'éviter notre propre compagnie. Nous remplissons chaque instant disponible avec quelque chose. Un podcast, un scroll sur les réseaux sociaux, une série, une conversation, un verre avec des amis. Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises. Elles font partie de la vie, elles sont souvent belles et nécessaires. Mais quand elles deviennent systématiques, quand elles servent avant tout à ne pas rester seul avec soi-même, alors quelque chose se passe qui mérite qu'on s'y attarde. Nous avons peur de ce que nous pourrions trouver dans le silence. Nous avons peur de nos propres pensées, de nos propres émotions, de ces questions sans réponse que nous portons depuis longtemps. Et cette peur est compréhensible. Elle est même normale. Mais elle a un coût. Le coût de ne jamais vraiment se connaître. Le coût de ne jamais vraiment s'entendre. Pensez à un instrument de musique, un violon par exemple. Si l'instrument ne fait jamais silence, si on tire toujours l'archet sur les cordes, jamais de pause, jamais d'espace entre les notes, ce qu'on obtient n'est pas de la musique, c'est du bruit. La musique existe précisément parce qu'il y a des silences entre les notes. La solitude, dans nos vies, peut jouer ce rôle-là. Elle peut être le silence qui donne du sens aux notes qui viendront après. Mais pour que ce silence soit fertile, il faut qu'on accepte de le traverser sans le fuir. Et c'est là que commence le vrai travail. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement ne pas fuir sa solitude? Cela ne veut pas dire se mortifier. Cela ne veut pas dire s'isoler volontairement, se couper du monde et prétendre que tout va bien. Cela veut dire tout simplement donner à la solitude un peu d'espace dans sa journée. Quelques minutes, puis un peu plus, au fil du temps, assis avec soi-même, sans téléphone, sans musique, sans rien d'autre que cette présence silencieuse à ce qu'on est. Et observer ce qui remonte, les pensées, les images, les émotions, sans les juger, sans les combattre, sans essayer de les résoudre immédiatement. Juste les regarder passer, comme on regarde passer des nuages dans un ciel qui reste, lui, toujours là. Cette capacité à observer sa propre vie intérieure sans s'y perdre, les psychologues l'appellent parfois la pleine conscience ou la mindfulness dans le monde anglophone. Mais au fond, c'est quelque chose que les philosophes, les contemplatifs, les poètes ont toujours su. C'est l'art d'être présent à soi-même. Et c'est un art qui s'apprend, qui se cultive, qui se développe avec de la patience et de la bienveillance. Je voudrais vous parler maintenant de ce que la solitude fait à notre identité, parce que c'est peut-être l'une des choses les plus profondes et les moins dites sur cette expérience. Tout au long de notre vie, nous construisons notre identité en relation avec les autres. Nous sommes le fils de, la mère de, le collègue de, l'amoureux de, l'ami de. Ces rôles ne sont pas faux, ils font partie de nous, mais ils ne sont pas tout nous. Et parfois, à force de nous définir uniquement à travers les autres, nous perdons le fil de quelque chose d'essentiel. Qui nous sommes quand personne ne regarde. Qui nous sommes quand il n'y a personne à impressionner, à aider, à séduire ou à satisfaire. La solitude, quand elle arrive, retire souvent ses rôles, du moins temporairement. Et cette expérience peut être déstabilisante, profondément déstabilisante. Parce que si je ne suis plus dans ce rôle-là, alors qui suis-je? C'est une question qui peut faire trembler. Mais c'est aussi l'une des questions les plus importantes et les plus fructueuses que l'on puisse se poser dans une vie. Un jeune homme, je l'appellerai Thomas, m'avait consulté après avoir perdu son emploi. Il avait travaillé pendant 15 ans dans la même entreprise, dans un poste de cadre, qui lui avait donné beaucoup d'identité, beaucoup de structure. Quand tout cela s'est effondré, il m'a dit «
Je ne sais plus qui je suis. Il avait confondu ce qu'il faisait avec ce qu'il était. Et maintenant que le faire avait disparu, l'être lui semblait vide. Nous avons travaillé ensemble, pas à trouver rapidement un nouveau poste pour remplir ce vide, mais à explorer ce vide lui-même, à se demander ce qui restait quand on enlevait le titre, le salaire, le statut. Et progressivement, Thomas a redécouvert des choses en lui qu'il avait oubliées, une curiosité intellectuelle immense, une passion pour la photographie qu'il n'avait jamais eu le temps de développer, un désir profond de travailler avec des jeunes, d'enseigner, de transmettre. Ces choses n'avaient pas disparu, elles avaient simplement attendu. Elles attendaient que la solitude fasse de la place. Voilà ce que je veux dire quand je parle de la solitude comme d'une préparation. Elle ne détruit pas, elle dégage. Elle fait de la place pour ce qui était là peut-être depuis toujours, mais qui n'avait pas eu l'espace pour s'exprimer. À ce stade de notre conversation, je voudrais faire une petite pause pour vous remercier d'être là. Si ce que vous entendez depuis le début vous touche, vous fait réfléchir ou simplement vous accompagne dans un moment difficile, je vous invite à laisser un like et à vous abonner à cette chaîne. Cela m'aide énormément à continuer à partager ces réflexions avec le plus grand nombre de personnes possible. Et qui sait, quelqu'un dans votre entourage a peut-être besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Revenons à notre chemin ensemble. Je voudrais aborder maintenant quelque chose que l'on n'ose pas toujours dire, parce que cela touche à une zone sensible, la honte de la solitude. Parce que dans notre culture, être seul est souvent perçu comme un échec, comme le signe que quelque chose ne va pas. Les personnes seules sont parfois regardées avec une sorte de pitié ou de malaise. On leur demande, avec les meilleures intentions du monde, mais souvent avec une maladresse certaine. Tu n'as pas quelqu'un? Comme si ne pas avoir quelqu'un était le problème fondamental à résoudre. Cette pression culturelle, elle intègre en nous quelque chose de toxique. L'idée que notre valeur dépend de notre capacité à être entouré, aimé, choisi par les autres. Et cette idée, quand on se retrouve seul, peut transformer une expérience déjà difficile en quelque chose de honteux. J'ai envie de dire avec beaucoup de fermeté et beaucoup de douceur à la fois, votre valeur n'a rien à voir avec le fait d'être seul ou accompagné. Votre valeur est intrinsèque, elle est là depuis le premier jour. Elle ne dépend pas d'une relation, d'un statut, d'une reconnaissance extérieure, et la solitude que vous traversez n'est pas la preuve que vous n'êtes pas assez bien. Elle est souvent la preuve que vous êtes en transition, en chemin, entre deux versions de vous-même. Pensez aux grandes métamorphoses de la nature. La chenille, avant de devenir papillon, passe par une phase de dissolution totale à l'intérieur du cocon. Si on ouvrait le cocon pendant cette phase, on ne trouverait pas une chenille à moitié transformée. On trouverait quelque chose qui ressemble à de la bouillie, une masse informe, sans structure apparente. Et pourtant, c'est précisément dans cet état de dissolution que quelque chose de totalement nouveau se construit. La solitude peut ressembler à ce cocon. De l'extérieur, rien n'est visible, rien ne semble se passer. Mais à l'intérieur, si on lui fait confiance, si on ne panique pas, si on ne force pas l'ouverture prématurée, quelque chose de merveilleux peut prendre forme. Maintenant, je voudrais aller un peu plus loin et vous parler d'un aspect de la solitude qui me tient particulièrement à cœur. La solitude comme espace de création. Les grands créateurs de l'histoire humaine, les artistes, les philosophes, les inventeurs, les scientifiques, ont presque tous eu en commun une capacité à habiter la solitude, non pas à la subir, mais à la choisir, à en faire un terrain d'expérimentation, un lieu où les idées peuvent germer loin du bruit collectif. Pensez à Vincent van Gogh, qui, dans certaines des périodes les plus douloureuses et les plus solitaires de sa vie, a produit certaines des œuvres les plus lumineuses jamais réalisées.
Pensez à Rilke, le grand poète autrichien, qui dans ses lettres à un jeune poète conseille à ce jeune homme d'aimer les questions elles, même de les vivre, de les habiter, sans chercher à les résoudre prématurément. Pensez à toutes ces figures qui ont transformé leur solitude en lanterne intérieure. Je ne vous demande pas d'être Van Gogh ou Rilke. Je vous demande simplement de considérer cette possibilité que votre solitude, elle aussi, est un espace créateur, un espace où quelque chose qui n'existait pas encore peut commencer à exister. Peut-être un projet, peut-être une guérison, peut-être une nouvelle manière de voir le monde et votre place dans ce monde. La solitude est souvent le moment où nous entendons enfin notre propre voix. Pas la voix de nos parents, pas la voix de la société, pas la voix de nos partenaires ou de nos amis. Notre voix. Cette voix qui sait, au fond, ce dont nous avons vraiment besoin, ce que nous voulons vraiment, ce qui nous fait vraiment vibrer. Et cette voix, elle ne se fait entendre que dans le silence. Elle ne se fait entendre que lorsqu'on accepte de se taire assez longtemps pour pouvoir l'écouter. Permettez-moi maintenant de vous parler d'un concept que je trouve très éclairant pour comprendre la dynamique de la solitude. Le concept de régulation émotionnelle. Qu'est-ce que cela signifie au fond? Cela signifie notre capacité à gérer nos états émotionnels, à ne pas être submergés par eux, à les traverser sans qu'ils nous détruisent. Et voici quelque chose de fascinant que nous savons grâce à la psychologie contemporaine. Les personnes qui ont appris à être seules avec elles-mêmes, qui ont cultivé une relation bienveillante avec leur propre intériorité, ont généralement une meilleure régulation émotionnelle. Elles sont moins réactives dans les relations. Elles ont moins besoin que les autres les valident, les rassurent, les comblent à tout instant. Elles entrent dans les relations avec une plus grande sécurité intérieure. C'est paradoxal, n'est-ce pas? On pourrait penser que c'est le contraire. On pourrait penser que les personnes qui ont beaucoup de liens sociaux sont les mieux équipées émotionnellement. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parce que si on n'a jamais appris à être avec soi-même, on entre dans les relations avec une faim qui ne peut jamais être vraiment rassasiée par l'autre. On entre dans les relations pour combler un vide que seuls nous-mêmes pouvons vraiment remplir. Je me rappelle d'une autre personne, une jeune femme, elle avait 28 ans, elle était sortie d'une relation très difficile et avait passé les premiers mois après cette rupture à enchaîner les rencontres, les sorties, les distractions. Elle me disait: je ne peux pas rester seule, c'est insupportable. Et nous avons travaillé à comprendre pourquoi le fait d'être seule était devenu si insupportable pour elle. Ce que nous avons découvert, c'est qu'elle associait inconsciemment la solitude à un message très précis qui venait de son enfance. Être seule veut dire que je ne vaux rien. Être seule veut dire que personne ne me veut. Quand on comprend cela, on comprend aussi pourquoi la fuite de la solitude peut devenir un mécanisme si puissant. On ne fuit pas juste le silence, on fuit une conviction profonde sur soi-même. Et cette conviction-là, on ne peut la remettre en question qu'en acceptant de traverser ce qu'on fuyait. Progressivement, doucement, avec du soutien si nécessaire, mais en l'acceptant. Cette jeune femme a fini par apprendre à passer des soirées seule. D'abord avec beaucoup d'inconfort, puis avec un peu plus de neutralité, et enfin avec quelque chose qui ressemblait à du plaisir. Elle a redécouvert qu'elle aimait peindre. Elle avait arrêté à l'adolescence parce que ses parents estimaient que ça ne servait à rien. Dans sa solitude retrouvée, elle a repris les pinceaux, et aujourd'hui elle n'a pas abandonné la peinture. Je voudrais ouvrir une parenthèse ici, parce que je sens que c'est le bon moment. Tout au long de ce chemin que nous parcourons ensemble, je vous parle d'outils intérieurs, de compréhension psychologique, de récits. Mais il y a aussi des livres extraordinaires qui peuvent vous accompagner dans l'exploration. Des livres qui traitent du développement personnel,
de la psychologie, de la connaissance de soi, de la vie intérieure, des œuvres d'auteurs et de thérapeutes qui ont consacré leur vie à ces questions. Si vous souhaitez prolonger ce que vous entendez aujourd'hui, je vous invite à visiter la page indiquée dans la description ou à scanner le QR code qui apparaît à l'écran. Vous y trouverez une sélection de livres vraiment intéressants, soigneusement choisis. Ce ne sont pas mes propres livres, je tiens à le préciser, mais des ouvrages que je trouve pertinents et nourrissants pour quiconque souhaite aller plus loin dans cette exploration de soi. C'est une ressource complémentaire, tout simplement. Revenons à présent à notre exploration. Je voudrais vous parler maintenant de la solitude et du temps, parce qu'il y a quelque chose de très particulier dans la façon dont nous vivons le temps quand nous sommes seuls. Quand nous sommes entourés, que le temps est structuré par l'externe. Les réunions, les repas avec les autres, les conversations, les obligations sociales. Le temps a une forme qui nous est donnée de l'extérieur. Mais quand on est seul, le temps redevient quelque chose de plus intime, de plus malléable. Et ça peut être déroutant. Certaines personnes dans la solitude ont l'impression que le temps s'étire de façon insupportable. Chaque heure semble durer une journée. Et c'est particulièrement vrai au début, quand on n'est pas encore habitué à habiter sa propre présence. Mais progressivement, quelque chose d'autre peut se passer. Le temps peut commencer à s'approfondir plutôt que de s'étirer. Il peut devenir plus dense, plus riche. Le philosophe français Henri Bergson faisait une distinction magnifique entre ce qu'il appelait le temps mesuré, le temps des horloges, le temps quantitatif et ce qu'il appelait la durée, cette expérience intérieure du temps qui est qualitative, subjective, vivante. La durée, c'est le temps tel qu'on le vit de l'intérieur. Et dans la solitude, quand on apprend à l'habiter, on peut accéder à une forme de durée plus riche, plus présente, plus vivante. On redécouvre le plaisir d'une matinée sans agenda. On redécouvre ce que ça fait de regarder la lumière changer sur un mur pendant quelques minutes sans avoir l'impression de perdre son temps. On redécouvre la lenteur. Et cette lenteur dans notre monde obsédé par la rapidité, la productivité, l'efficacité, cette lenteur est un cadeau rare. Je vais vous parler maintenant de quelque chose que j'appelle la solitude féconde, c'est-à-dire cette forme particulière de solitude dans laquelle on n'est pas juste seul avec rien, mais seul avec beaucoup. Seul avec ses pensées, ses rêves, ses projets naissants. Seul avec le monde, aussi avec la nature, avec les livres, avec la musique, avec tout ce que l'humanité a créé et qui peut nous nourrir sans nécessiter la présence physique d'un autre. La solitude féconde est la solitude des moines, des ermites, des artistes en résidence, des philosophes en retraite. Mais elle est aussi accessible à vous et à moi dans nos vies ordinaires. Elle ne demande pas des mois de silence dans un couvent. Elle demande quelques heures, quelques moments, une promenade seule dans la nature, une heure avec un livre, quelques pages d'un journal intime. Le journal intime, d'ailleurs, est un outil que j'aime beaucoup recommander. Non pas pour analyser, non pas pour résoudre, mais juste pour mettre des mots sur ce qui se passe en nous. Il y a quelque chose de très puissant dans le simple fait d'écrire. Quand on écrit ce qu'on ressent, on le met à une certaine distance. On n'est plus dedans de la même façon, on peut le regarder. On peut lui parler. Et parfois, dans cet espace entre soi et les mots, quelque chose se dénoue qu'aucune conversation n'aurait pu dénouer. Si vous n'avez jamais essayé, je vous invite simplement à prendre un cahier, n'importe lequel, et à écrire 10 minutes par jour pendant une semaine. Pas pour produire quelque chose de beau ou d'intelligent,